Bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde autour de la data visualisation. Alors on parle beaucoup de valoriser les données, et ça ne marche que si on est capable de les collecter, qu'on est capable de les traiter pour les transformer en décisions. Sinon ça reste des octets sur un disque dur. La data visualisation, ça consiste à représenter les données de manière visuelle pour permettre justement la prise de décision ou l'interprétation. Alors on a la chance aujourd'hui d'avoir 3 experts de la data visualisation qui vont peut-être se présenter, et puis après on pourra poser des questions pour comprendre exactement de quoi il s'agit et surtout comment ça se passe concrètement dans l'industrie. François, je vous laisse peut-être commencer la présentation. Ok, bonjour à tous, je m'appelle François Portier, je suis directeur d'un programme de recherche sur la Smart Factory chez Alten. J'ai un background de plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, dans le développement. Je me suis spécialisé sur la performance industrielle et ces 5 dernières années autour de la data, comment mieux utiliser la data pour améliorer la performance industrielle. Voilà. Nicole. Bonjour, Nicole Briand, bonjour à tous. Moi je suis présidente d'une toute jeune société qui s'appelle Inuid, que j'ai cofondée en 2017 avec pour objectif de réaliser des applications pour l'industrie 4.0 en intégrant des données temps réel pour construire des applications qui permettent de faire de la maintenance prédictive, des applications d'efficacité énergétique, de la performance industrielle. Et on suit toute la vie de la donnée du capteur jusqu'à la création de l'interface homme-machine, et donc notre expertise dans la data visualisation industrielle. Et moi, j'ai comme background, je suis ingénieur génie des procédés, et j'ai surtout fait toute ma carrière chez un grand constructeur informatique. Je suis vraiment le lien entre l'IT, l'informatique de gestion, et l'informatique industrielle, ce qu'on appelle OT, mais on en parlera plus précisément. Bonjour à toutes et à tous. James Parker, je suis directeur régional du Design Thinking et technologie émergente de Hitachi Solutions. Donc Hitachi, vous connaissez peut-être pour plein d'activités différentes. C'est un grand conglomérat japonais, et nous, on est responsable de tout ce qui est intégration des technologies. Et moi, mon practice, c'est vraiment de prendre le prisme de l'humain et de l'expérience dans les projets industriels, comme des projets dans toute industrie confondue. Et c'est vraiment de pouvoir, avant même faire la technologie, penser à l'humain, penser à l'expérience, et après descendre dans le détail de l'immersion de l'usager, afin de pouvoir construire des applications qui vont vraiment être adoptées sur le terrain. Donc j'étais auparavant chez Microsoft dans le centre des innovations, où notre vocation c'était de bannir les PowerPoint pour passer dans l'usage, et puis après construire et co-construire avec des clients les technologies le plus proches de l'utilisateur possible. Donc j'aurai le plaisir d'intervenir avec tout le monde sur plus. Moi je suis vraiment pour le design et l'humain au centre de la technologie. Merci. Je ne me suis pas présenté, moi je suis Martin Journois, je suis travailleur indépendant, plutôt data scientist de formation, et j'ai eu l'occasion au cours de mon parcours de me rendre compte que ces questions d'usage et de visualisation étaient centrales. Donc maintenant je donne du conseil sur les stratégies de valorisation des entreprises. Donc justement on voit que la visualisation c'est vraiment une des clés de la valorisation, puisqu'on travaille les données pour permettre l'interprétation et la décision. François, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles seraient les clés d'une bonne data visualisation pour vous? Alors, pour moi, et un petit peu sur les méthodes de travail sur lesquelles nous travaillons, la première chose pour que ça colle à un user, à un utilisateur, c'est bien sûr reprendre les besoins utilisateurs. Au début de chaque développement, effectivement, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, hein, tu viens de le dire, James, comment l'activité UX, UI est vraiment importante pour être sûr de bien cibler. Ça, c'est une activité importante. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la continuité numérique pour travailler aussi dans l'industrie, dans une usine, pour mettre de la valeur à la donnée. Il faut pouvoir avoir une continuité numérique. Pour avoir des beaux dashboards, il faut pouvoir avoir accès à la donnée. Si on n'a pas toute la donnée, on n'aura pas des dashboards qui soient pertinents. Et surtout, si on a une alerte sur un dashboard, on va vouloir voir ce qui se passe derrière l'alerte et aller jusqu'à la cause racine.
Donc en général, si on parle d'un domaine industriel, voir qu'on a des écarts sur de la vente, de la qualité ou quoi que ce soit, on va vouloir aller plus profond et en général ça va être dans les process, l'assemblage ou dans des machines. Ça va plus être des sous-ensembles, ça va être peut-être des pièces élémentaires. Donc il faut pouvoir collecter la donnée de toute cette chaîne de valeur depuis l'OT, ce qu'on appelle le LOT, donc c'est toute la donnée de production. Je pense qu'on va en parler avec Nicole. Et de l'IT aussi. Donc le gros enjeu, c'est aussi merger cette donnée, comment merger la donnée donc de production, en général sur laquelle on travaille en temps réel. Donc c'est aussi un autre challenge aujourd'hui de cette transformation. On peut parler de 4.0, c'est pour pouvoir avoir des data vis de la donnée qui soit bonne. Il faut qu'elle soit récente, surtout si on parle de production, puisque les enjeux de temps réel sont très importants. Donc comment gérer en temps réel des données à la source des machines. Parfois on a des machines qui ne nous donnent pas assez de données. Donc on a des nouvelles technologies et on en parle beaucoup de plus en plus, c'est l'IoT. Comment mettre de l'IoT sur des environnements qui ne nous donnaient pas de données, des environnements qui peuvent marcher très bien et qu'on n'a pas envie vraiment de remplacer tout de suite. Donc on en parle beaucoup. L'IoT, aujourd'hui, on sait mettre de l'IA. Donc nous, Alten, d'ailleurs, on travaille en partenariat avec ST Microelectronics pour évoluer dans l'IA embarquée qui nous permet de pouvoir capter de la donnée au plus proche de la machine et de la remonter, mais déjà traitée. L'idée, pour pas saturer, je vais pas trop m'étaler, parce que je pourrais aller très loin, mais pour pas saturer justement toute cette continuité numérique, c'est de la traiter à sa source et de remonter juste les données post-traitées via le Edge et via le cloud. Si je peux rajouter quelque chose, une bonne database, c'est des datas qui parlent et qui parlent à la personne qui va devoir les interpréter et agir. Alors nous, on est sur du temps réel, on est sur du pilotage d'équipements industriels. Donc, je dirais les deux clés, c'est remonter la bonne donnée et qu'elle soit bien qualifiée et réelle, et de remonter la bonne alarme. Et il ne faut pas avoir trop d'alarmes parce que trop d'alarmes tue l'alarme. Et donc, donc c'est un travail. La bonne database, c'est vraiment un travail avec le end-user, avec l'opérateur, qui va nous dire comment il travaille. Donc, vraiment, il faut embarquer l'utilisateur dans cette mise en place de DataVis. Et je crois d'ailleurs que Microsoft, vous êtes très partant là-dessus. Non, mais pour te rejoindre, Nicole, là-dessus, on a une petite anecdote avec une réunion client qui ne s'est pas très bien passée pour nous à un moment, parce qu'on est allé parler de la technologie et on était avec le directeur industriel d'un de nos clients. Et on est allé et on a dit, voilà, il y avait l'équipe data qui parlait de plein d'acronymes, des noms de produits, Azure, Data Lake, Synapse. Et donc, c'est des excellentes technologies, mais pour cette personne-là, ça ne lui parlait pas. Donc, il a dit, écoutez, ce que je veux que vous fassiez, c'est que je veux que vous dessiniez, en forme de bande dessinée, une journée de travail pour multiples personas, ce qu'on a fait. On a pris une approche de design. La majorité de notre équipe, ce sont des UX designers et des designers. La personne qui chapeaute le Design Thinking Studio chez nous, il était l'ancien créateur des applications de Love Island de la télé-réalité. Et après, il a aussi créé des applications pour mieux comprendre le Brexit. Donc déjà, vulgariser, c'est son métier aussi. Mais en fait, on a fait pour ce client une bande dessinée qui reprenait les moments de la journée des décisionnaires dans cette entreprise et qu'est-ce qu'ils devaient avoir comme information pour interpréter les données et prendre la bonne décision. Et en fait, on avait pris du recul par rapport à ça. Et en faisant cette bande dessinée, il y avait des personnages. Et ces personnages étaient des personnes dans l'entreprise. Et après, on avait vu, à travers cette bande dessinée, une espèce d'alignement entre les équipes de tout le processus métier de façon ludique. Et après, on a construit des tableaux de bord qui étaient en élaboration avec cette bande dessinée. Donc, c'était intéressant parce que les data scientists, au départ, disaient c'est cette technologie. Et nous, on voulait vraiment, et le client nous a demandé de prendre du recul
et d'abord, on va construire l'histoire. Et beaucoup de ce qu'on fait, nous, c'est créer l'histoire et après, travailler sur les briques technologiques qui vont bien. Complètement, effectivement. L'interprétation, c'est tout le risque de la visualisation de données, puisqu'on donne à l'utilisateur le pouvoir d'interpréter la donnée comme il l'entend. Et on ne mâche pas la décision à sa place. Justement, Nicole, comment est-ce que c'est possible, d'un contexte à l'autre, d'une entreprise à l'autre, de s'assurer que l'information va être compréhensible pour tous les utilisateurs, qu'ils soient experts ou pas? Je crois qu'on va tous aider à le temps. On a 2 outils qui sont complémentaires. C'est la Design Thinking, qui permet de mettre autour de la table tous les profils qui vont utiliser nos data, nos écrans, nos IHM, et de les faire s'exprimer sur leur rôle et de quoi ils ont besoin. Et puis, on a aussi une arme, je dirais, massive, c'est l'agilité aujourd'hui. Quand on développe en mode agile. Et là aussi, on développe vite et on fait tout de suite valider par l'utilisateur que ça lui convient. Alors, la data visualisation, c'est beaucoup d'ergonomie. Mais je dirais derrière, moi, c'est mon dada, hein, c'est la donnée. Elle doit être vérifiée, bien captée. On a tout un travail de captation de ces données, d'aller voir si la donnée physique dont on a besoin est bien caractéristique du fonctionnement de cet équipement. Savoir aussi si le capteur marche bien. Ça aussi, dès qu'on commence à avoir des visualisations, on voit que ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on attendait. Alors, est-ce que c'est un problème de l'appareil? Est-ce que c'est un problème du capteur? Donc déjà, on avance avec l'utilisateur. Et je dirais que c'est bien qu'on puisse travailler avec les utilisateurs pour chaque je dirais, visualisation. Là, je répète qu'on ne fait pas le même dashboard pour un opérateur que pour quelqu'un qui va prendre des décisions stratégiques sur tel ou tel produit. L'agilité nous permet de valider à chaque étape avec tous les gens autour de la table si on est dans le bon chemin. Et donc, je disais aussi la qualité de la donnée, mais on en reparlera après. Voilà. Oui, pour compléter ce que tu dis, Nicole, effectivement, pour être sûr de développer dans la bonne direction, il y a un vrai lien à faire entre les équipes dev, les équipes aussi métiers, puisqu'il faut être sûr de pouvoir aussi mettre un sens à la donnée. Et justement, ce mode agile est vraiment important là-dedans, puisque plus l'utilisateur va avoir un dashboard, plus il va voir aussi son besoin évoluer. Combien de fois on a entendu dire waouh, c'est super, mais du coup tu peux rajouter ça et puis ça. Et donc contrôler aussi le besoin, gérer un besoin qui évolue, c'est aussi à prendre en compte avec les équipes dev qui eux doivent avoir vraiment des US, on va dire, et un chemin de travail qui soit stable, quoi. Pour compléter aussi, François, je dirais que au-delà de mettre l'utilisateur au centre, on voit aussi un phénomène de low-code, no-code et des citizen developers. Donc, quand j'étais chez Microsoft et chez Hitachi, c'est pareil, parce qu'on travaille exclusivement sur les technologies Microsoft. On voit un phénomène maintenant des propres utilisateurs qui construisent leurs propres outils. Et le plus classique, c'est Excel, où on est emmené parfois avec, je racontais à Martin tout à l'heure, une petite anecdote quand on a une réunion avec un client récemment où le client cherche à remplacer un fichier Excel avec des macros parce que la personne qui l'a construit pour tous les achats de matières premières pour la ligne de production part à la retraite et c'est le seul à maîtriser le macro. Et en fait, donc, on a toujours vu ça avec Excel, mais aujourd'hui, le phénomène de low-code et de citizen developer est intéressant parce que ça rapproche un peu cette notion de Fusion Teams, c'est qu'on travaille sur la gouvernance, on travaille sur la préparation de données, on ficelle et on crée un environnement sécurisé, mais on laisse quand même une certaine main à l'utilisateur final. Et chez Microsoft, par exemple, je trouvais ça très intéressant que le responsable du Power Platform chez SNCF, c'est un ancien conducteur de TGV.
chez Stellantis, par exemple, un article très intéressant de l'Est républicain que vous pouvez lire, des employés de Sochaux chez Stellantis, il y avait un challenge pour construire des applications pour les aider dans leur quotidien sur le factory floor. Et le gagnant, un des gagnants, avait construit une application qui permettait de visualiser les emplacements de livraison des pièces détachées pour les conducteurs qui devaient faire 30 km de quai parce qu'il y avait des retards de livraison des produits. Donc il avait vu, étant sur le terrain, une façon de visualiser les informations qui allaient aider avec la productivité. Donc il peut intervenir, il peut lancer cette initiative, mais dans un environnement sécurisé et loqué par les équipes de gouvernance, de données et des IT. C'est intéressant parce que finalement, il y a besoin d'une vraie proximité entre les équipes de développement, les équipes métiers. Ce que tu nous dis, c'est que parfois c'est les mêmes aussi et c'est d'autant plus pertinent. Et parfois, on se dit que quand un citizen developer, l'exemple que tu prenais du fichier Excel peut illustrer ça, trop laissé à lui-même, il va penser à un outil pour lui-même et il ne va pas avoir la conception justement de l'expérience utilisateur. Comment est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne conception d'expérience utilisateur, James? On parlait tout à l'heure d'un exercice qu'on fait en design sprint. Donc, je ne sais pas si vous maîtrisez ce que c'est un design sprint, mais tout à l'heure, je parlais d'une personne chez nous qui s'appelle Mikao, qui gère le Design Thinking Studio. Comme il faisait des applications pour le grand public avant, comme il faisait des applications pour le Department of Trade pour comprendre le Brexit, il a vraiment travaillé sur l'adoption, le stickiness, la vulgarisation de l'information. Et on fait un exercice pendant les design sprints qui est un exercice qui s'appelle Round Robin. Et on fait dessiner chaque membre de l'atelier sa vision des choses. Sa vision, et on essaie de réunir sur un processus métier un ensemble d'acteurs sur toute la chaîne. Et on a fait une expérience avec une biotech française où chacun, à partir de tout ce qui est prévision avec les business developers jusqu'à la livraison du produit final en inventaire, on a réuni tout le monde et on faisait un exercice de round robin pour qu'ils dessinent ce qu'eux, ils ont besoin par rapport à la chaîne, par rapport à leur moment dans le processus. Après, ils prennent le tableau, que ce soit numérique ou d'ailleurs sur un feuille de papier, ils le passent à l'autre personne qui complète son interprétation avec son interprétation. Et puis après, à la fin, on arrive à un énorme tableau blanc. Après, il faut gérer la priorité et tout ça, mais après, on arrive quand même à une compréhension globale de tout le processus métier, comment l'illustrer à travers le design sprint. Et après, le design sprint, ça sert à produire un peu la rêve de l'ensemble des participants de l'atelier. Et après, on fait un exercice d'élaboration de toutes les données qui doivent alimenter cette expérience qui a été imaginée par les équipes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de design qu'on reprend. Et je dirais aussi, c'est la compréhension même de l'utilisateur final est primordiale parce que on fait des design sprints, on fait par exemple tout l'alignement stratégique autour des indicateurs stratégiques. Mais ce qu'on fait de plus en plus maintenant, c'est l'immersion totale sur le terrain. Et j'en parlais avec une autre entité d'Hitachi, Hitachi Energy, on fait des éoliennes, on fabrique des éoliennes. Et eux, ils pratiquent aussi le design thinking. Ils sont allés sur le terrain avec des ingénieurs et des techniciens d'intervention sur les éoliennes. Et ils n'ont pas de smartphone, ils ne peuvent pas voir des visualisations. Donc eux, ils posent des questions en langage naturel et ça en forme de chatbot. Et c'est des données opérationnelles qui descendent sur un smartphone qui peut faire potentiellement que du SMS. Oui, la visualisation n'est pas forcément un dashboard. C'est pas forcément un dashboard. Et je pense que sans compréhension de l'utilisateur, sans émotion, on peut louper des choses en termes de consommation même de la donnée. Je te donne amplement raison. On a des exemples. Nous, c'est plus simple et plus compliqué à la fois. Nous, on représente des équipements industriels, donc c'est des choses qui sont déjà assez normées. On peut rajouter des icônes, etc. Mais bon, le tout, c'est savoir quelle donnée va être source de suivi, parce que ça va mettre en jeu la sécurité, la qualité. Donc nous, on travaille avec des ergonomes, en fait, pour savoir si le bouton, il faut le mettre en bas, droit, au milieu. Voilà, donc on travaille avec des universités pour ça.
On a gagné d'ailleurs un projet européen là-dessus. On est en train de construire avec un consortium donc une application pour suivre l'évolution des bâtiments. Enfin, bon, je ne peux pas en parler plus, mais voilà. Donc on travaille avec les gens du métier. Sinon après, c'est aussi, je dirais, l'expérience client. Qui nous dit bon voilà, cette alarme il faut qu'on me l'envoie par SMS ou il faut qu'on me l'envoie, il faut que ça pop en rouge sur mon téléphone. Voilà. Donc ça on est capable de le faire et c'est vraiment, il faut avoir le lien avec l'utilisateur final. Je reviens toujours à ça. Pardon, après François, je rebondis juste sur ce que disait Nicole sur l'utilisateur final. Non, c'est juste une anecdote sur Mikao qui s'occupe du Design Thinking Studio. Dans le B2C, souvent on utilise l'eye tracking. Je ne sais pas si vous connaissez Tobii Eye Tracker, qui permet de voir là où pointent les yeux sur l'écran. Très très pratiqué dans le monde du B2C, pas assez pratiqué à mon sens dans le B2B ou dans l'industrie. C'est que forcément quand on construit des applications pour le grand public, on veut savoir où regardent les gens. Et comment interpréter les informations à l'œil. Et maintenant, on commence à développer ces pratiques-là. Je ne sais pas si vous avez des expériences là-dessus. Non, mais on peut tester. Alors, nous, on teste justement nos applications avec l'eye tracking pour voir justement, en fonction des typologies de fonctions de personnes, on a des applications et on regarde justement qu'est-ce qu'ils regardent. Et on fait des statistiques sur quelles sont les informations que par type de personnes ou de fonctions, hein, c'est plutôt des fonctions dans l'entreprise, des personnes qui vont plutôt regarder des données machines, d'autres des données sur des stocks, etc. Voir ce qu'ils vont regarder. Mais je pense que cette activité justement va aller beaucoup plus loin. Avant on avait beaucoup de PowerPoint. On a vu que le PowerPoint, il faut le remettre à jour souvent, donc on a d'autres outils et d'autres outils. Dans le monde notamment industriel où on a des personnes qui utilisent leurs mains, qui n'ont pas forcément de PC, comment justement leur donner de la donnée par rapport à ce qu'ils ont besoin tout de suite, alors que 2 minutes avant ils étaient en train de porter un carton par exemple, qui ne sont pas devant une télé. La data vise, elle va énormément évoluer. On parle d'audio, l'audio hein, peut dire beaucoup de choses. On a les tablettes, on a des montres maintenant. On a aussi des chaussures connectées. Des chaussures connectées qui peuvent faire bzzz. Ah bon? Ouais. J'ai vu des chaussettes connectées là-bas aussi, c'est vrai. Et on va avoir aussi le monde AR/VR ou MR de plus en plus dans le monde mixte. D'ailleurs, vous pouvez passer sur le stand Alten, on a une démo là-dessus, pour remonter justement des informations aux opérateurs qui, eux, peuvent travailler dans un monde qui est mixte, d'accord? Et on peut avoir une gamme de travail qui s'affiche devant vous alors que vous êtes en train d'assembler quelque chose. Donc la data vise, enfin les moyens de communiquer vont obligatoirement en fait être très variés avec les nouvelles technologies. C'est vrai qu'on parle de visualisation et on pense tout de suite aux yeux, et ce dont on se rend compte, c'est que pour représenter la donnée, ça peut être les yeux qui la consomment, ça peut être les mains, ça peut être les pieds, et que pour la concevoir, il faut surtout beaucoup d'écoute, et les oreilles travaillent aussi finalement. Je vais vous poser peut-être à chacun une même question. On peut commencer par vous, Nicole. Si vous aviez un conseil à donner à une entreprise qui souhaite mettre en place une data visualisation, quel serait peut-être le point saillant que vous avez envie de faire ressortir? Je dirais pour avoir une bonne data visualisation, il faut avoir de bonnes données. Déjà, il faut aller qualifier sa donnée, la structurer. Et après, je dirais, il faut être proche de l'utilisateur final et ne pas hésiter, dès le début du projet, à impliquer les utilisateurs. D'abord, ça les aide à accepter le changement. Donc, on a une mise en place après qui est plus facile. Et puis, ça permet aussi aux anciens d'apprendre aux nouveaux. Ça, c'est des choses qu'on a vécues aussi. Donc, voilà, le partage et la discussion et l'agilité. Voilà. Développé par vagues successives, pas trop longues. Voilà. Même question, James, si vous aviez un conseil à donner.
Moi, je suis un peu biaisé dans le sens où je raisonne toujours par le design et puis par l'expérience utilisateur, mais je dirais que ce qui a été plus important pour moi dans tous les programmes qu'on a vus et l'adoption surtout des analytics, c'était la notion aussi de storytelling et la notion de visualisation qui change. Et il y a une super ressource d'ailleurs qui peut être un quick win pour ceux qui travaillent sur les tableaux de bord et les visualisations. Il s'appelle Microsoft Data Stories. C'est une galerie en fait de tableaux de bord sur Power BI qui sont des tableaux de bord qui racontent des histoires avec de l'open data. Donc typiquement, il y a une plateforme de vote up, donc thumbs up, thumbs down, qui permet de voir comment réagir les gens. Et nous, on l'a utilisé chez Hitachi sur un projet en UK qu'on fait sur l'IoT et la ville connectée. On travaille avec 4 banlieues londoniennes sur un programme qui s'appelle Breathe London, qui est dans le développement durable et la qualité de l'air. Comme il y a l'aéroport d'Heathrow à côté aussi, c'est très sensible comme sujet. Donc on travaille sur des programmes IoT. Et en fait, jusqu'à présent, on a travaillé surtout sur les restitutions des informations pour les villes, la planification, par exemple la mise à disposition à des commerçants, des footfalls, des analyses de footfall dans les centres-villes. Mais maintenant, on est emmené à le mettre à disposition du grand public. Donc vous imaginez l'impact s'il interprète mal une restitution de l'information sur la qualité de l'air à côté de l'aéroport d'Heathrow qui essaie d'ouvrir une 5e piste d'atterrissage, ça peut être grave. Donc on a utilisé Data Stories dans notre équipe pour former les nouveaux entrants chez nous, parce qu'on fait une formation des graduates aussi. Et c'est génial parce que ça permet de visualiser les données et de comprendre et on peut laisser des commentaires sur notre compréhension de la donnée et même quand on n'est pas du milieu. Donc il y a c'est sur le changement climatique bien sûr, mais c'est aussi sur plein de secteurs d'activité différentes. Et c'est probablement les meilleurs exemples de storytelling que j'ai vus. Donc inspirez-vous aussi du storytelling. Forcément après, il faut que la donnée soit correcte et tout le reste, mais le storytelling, je pense pour moi, est très important. Merci. François, même question. S'il y avait un conseil à retenir? Pour moi, ce qu'on peut voir sur la data vis, pour que ça colle aux personnes, il faut que l'information soit pertinente. Je vous rejoins beaucoup en termes de données. Lorsqu'on a une alerte, une première information, on va tout de suite vouloir aller derrière. Et il faut effectivement que toute l'information soit connectée. Que dans les entreprises, on voit beaucoup que toutes les bases de données sont peut-être pas toutes connectées puisque chacun ne travaille pas forcément avec tout le monde. Donc déjà, on a un refrain, ce qu'on dit shit in, shit out, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de bonnes données à l'entrée, on n'aura pas une bonne visualisation à la fin. Donc le secret pour avoir des données pertinentes, c'est d'avoir des données à la fin, c'est d'avoir vraiment une donnée source pertinente et tout est bien lié, toute cette donnée. Voilà. Il y a un truc qu'on a tous oublié de dire, mais qu'on avait dit, c'est qu'en fait, cette data visualisation doit garder à l'homme son acte de décision, et c'est à l'humain de décider ce qu'il va faire grâce à cette data visualisation. Est-ce qu'il va appuyer sur le bouton pour arrêter l'équipement, ou est-ce que non, il va pouvoir agir sur un simple réglage. Donc, dans toute cette recherche de data visualisation, on a dit qu'il faut être proche du client, proche de l'opération, il faut être proche de l'humain, parce que, in fine, même quand on met de l'intelligence artificielle, surtout quand on met de l'intelligence artificielle après pour traiter les données, l'humain doit rester le seul décisionnaire. Merci, je pense que c'est On l'a tous dit. On se l'est tous dit effectivement en préparant la réunion. Je pense que c'est une bonne conclusion de dire finalement, si la visualisation c'est une interface homme-machine, je pense que ça reprend un petit peu ce qu'on s'est échangé, c'est qu'il faut évidemment savoir maîtriser les machines et les données qui vont être d'un côté de l'interface. Il faut aussi très très bien comprendre l'homme, ses enjeux et la décision qu'il va prendre en face. Et ça met en évidence les deux facettes en quelque sorte de ce beau sujet. Merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'on a le temps pour prendre quelques questions, s'il y en a qui souhaitent lever la main. Oui, bonjour. J'avais une question
on sent que dans votre discours qu'il y a une part de créativité qui a l'air intéressante dans votre travail, mais donc je me place de manière un petit peu pragmatique. Est-ce qu'il existerait une data visualisation qui soit standard en fait pour pour un process, pour un domaine ou pour un métier, ce qui pourrait peut-être permettre de baisser les coûts? C'est pas si cher que ça. Je sais pas en fait. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Hein. Oui, enfin, comme je vous le dis, moi dans mon métier, on a des visualisations standards. Après, ça va se jouer. Est-ce que je l'entoure en rouge? Est-ce que je l'entoure en vert? Voilà, on a des bibliothèques. Voilà, de même que la data visualisation, il y a des outils tout faits dans les logiciels de SCADA, dans les trucs comme ça. On peut aussi faire de la data visualisation rock bottom, développer ligne à ligne, et il y en a des bibliothèques, etc. Donc on peut aller à toutes les granularités. Alors il y a un équilibre pour compléter, parce qu'on en parlait juste ensemble avant, quand on s'est juste vu. Le bon équilibre, il n'est pas évident, effectivement, parce que avoir quelque chose qui colle à tout le monde, c'est faire un dashboard par personne, et ça, on ne peut pas. Standardiser, c'est beaucoup plus facile, mais est-ce que ça colle à tout le monde? Donc il y a un vrai milieu à pouvoir avoir, mais avoir un dashboard qui soit flexible par rapport à son utilisation, c'est ce qu'il faut essayer de viser. Et cette flexibilité, c'est aussi avec des outils qui vont nous le permettre, c'est-à-dire comment s'adapter à l'habitude de l'utilisateur et comment faire en sorte que le dashboard lui colle le matin quand il allume son ordinateur. Il a ce qu'il a toujours en fait essayé de chercher tous les matins, et c'est là où il faut qu'on arrive à aller. Il faut que quand on cherche, on se connecte, on voit ce qu'on a l'habitude de chercher. Voilà. J'y pense en même temps qu'on... Allô? En même temps qu'on parle, je me dis, il y a un test assez facile à faire pour voir ça. Vous mettez 4 utilisateurs dans la pièce, vous faites l'exercice de chacun dessine ce qu'il attend. S'ils donnent tous les 4 la même chose, c'est qu'il y a un standard. Sinon, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas réutiliser des briques, mais ça devrait vous poser les bonnes questions. Juste sur votre point, c'est un très bon point, parce que moi je suis plutôt avec la tête de la créativité, et parfois ça peut ouvrir des boîtes de Pandore. Je disais à Martin tout à l'heure qu'il y a un client en particulier avec qui je travaille historiquement avait 17 000 tableaux de bord. Donc il y avait un problématique de compréhension des indicateurs. Mais en fait, ce qui peut être intéressant aussi, c'est quand je pense à, par exemple, les finances chez Microsoft, la façon que le directeur financier travaille chez Microsoft, c'est que il y a une nomenclature qui est très spécifique avec une bibliothèque de compréhension de données, donc 80%, 90% standardisé, mais avec une particularité de pouvoir ajuster légèrement des indicateurs ou des visualisations ou des filtres afin de coller à une activité. Parce que l'excuse toujours, c'est que oui, il y a du standard, mais en Angleterre, on ne fait pas pareil qu'en France, et les Allemands, ils sont différents. Et donc, c'est en trouvant l'équilibre entre la standardisation qu'on peut faire jusqu'à peut-être 80%, typiquement, et laisser la marge d'interprétation ou de changement de filtre afin de pouvoir coller à une spécificité locale. Mais ce n'est pas un exercice. L'exercice de round robin, dont on parlait, c'était un super exercice justement de voir les sujets de convergence avec une équipe très diverse. Ouais. Bonjour, je suis arrivée en plein milieu de la conférence. Je ne sais pas si ce sujet a été évoqué, mais l'accessibilité justement avec la data visualisation, c'est un vrai challenge, je pense. Nos populations vieillissent de plus en plus et forcément on va avoir des problèmes de vue encore plus importants, peut-être qu'ils seront réglés. Mais comment vous apprenez ça justement? Oui, c'est une excellente question. Et nous, 50% de notre activité, c'est dans le secteur public. Et particulièrement, par exemple, en Angleterre, il y a un département qui s'appelle Leveling Up, qui est le numérique pour tous. Que ce soit, peu importe mon âge, des handicaps, etc. Et ça vient aussi d'une approche de design thinking. On a fait un projet, par exemple, sur les personnes vulnérables. Et c'est un boîtier, en fait, IoT qu'on met...
qu'on a fait en partenariat avec Vodafone au UK. C'est positionné, c'est un petit boîtier avec un écran qui est positionné chez une personne vulnérable. Et l'interface permet d'appeler secours et puis d'avoir une interprétation en fait des informations. Et ça, on l'a construit en allant en immersion avec les utilisateurs. Donc, on a des ergonomes qui travaillent sur tout ce qui est profil daltonien, tout ce qui est... ne serait-ce que l'eye mapping aussi qu'on teste aujourd'hui, c'est la particularité de certains handicaps qui ne permet pas de voir et de visualiser un ensemble d'un écran et de voir où justement ils dirigent leur regard. Toute cette analyse-là, c'est de l'observation, c'est de l'immersion, mais c'est aussi de la science de l'utilisation des yeux. Puis après, l'accessibilité, c'est pas que le handicap, c'est aussi des personnes qui travaillent avec des gants Oui, ou qui ont oui. les mains pleines de cambouis ou autre. Et c'est difficile d'interagir dans ces cas-là. Oui, et d'où je pense les chaussettes et les chaussures. Oui, voilà. Moi, je pense que la communication des deux, j'en parle souvent entre les développeurs et les utilisateurs, mais une fois qu'on utilise, on voit que dans certains cas, c'est pas forcément adapté. Je prends des exemples souvent dans l'industrie, on dit elle est paperless. Donc qu'est-ce qu'on fait? On donne les tablettes à tout le monde. Et finalement, on voit que les tablettes sont laissées sur les caisses à outils ou on ne les regarde pas. Ça veut dire qu'ils se sont dit, les managers sûrement se sont dit, on va leur arrêter de mettre du papier, on va mettre des tablettes. Mais effectivement, on a des gants, les écrans, c'est pas forcément... et donc, il y a d'autres choses que des tablettes. On en a parlé tout à l'heure, hein, vocalement, où il y a beaucoup de... Surtout que la technologie aujourd'hui a bien évolué. Aujourd'hui, les SMS, on les dicte, on tape de moins en moins les SMS. C'est aussi plus facile. Hein. Si on sait tous taper un SMS, c'est bien plus facile de le dicter, quoi. Donc, c'est petit à petit, c'est en évoluant, en écoutant justement des retours d'expérience, je pense. Il faut lancer cette dynamique-là, quoi. Souvent, les sprints rétrospectives, on en parle beaucoup dans les rétrospectives. Et là, on invite un peu tout le monde pour avoir les retours. Et c'est vraiment positif d'avoir des retours de tout type de personnes, utilisateurs. Ouais. Merci. Bonjour. Dans vos expériences clients, est-ce que vous auriez des exemples, mais très concrets, de valorisation de la donnée par la visualisation? Chose très concrète pour qu'on ait un peu plus que le concept, qu'on comprenne ce que vous avez pu apporter dans vos expériences. Alors après, on a plein d'exemples. On aurait dû faire des tableaux de différentes visualisations qu'on peut avoir. Hein. Il y a les nuages de points, les machins, les camemberts. Enfin, il faut changer. Tout dépend de la donnée qu'on a. Quand je dis qu'il faut qu'on étudie les données, c'est-à-dire quel type de données on a, comment on peut les parser, comment on peut les classer, les agréger. Et c'est comme ça qu'après qu'on va décider, on va faire une représentation 2D, 3D. Il existe énormément de solutions pour que la donnée soit parlante. Et ça, c'est toute une étude que l'on fait. Et c'est là que je dis que c'est à ce moment-là qu'il faut avoir de la donnée. Il faut la voir et avoir une bonne qualité de données. Pour des cas concrets, par exemple, un qui me vient à l'esprit, on a, nous, avec nos équipes, on a équipé des portiques qui posent des problèmes justement d'alerte et d'alarme, etc., qui bloquent souvent des flux. On a posé de l'IoT intelligent qui justement vont faire de la surveillance. Et ce que l'on veut voir va dépendre des problèmes. Voilà. Donc on a des dashboards en fait qui remontent si tout va bien certains KPI, et quand tout va mal, enfin s'il y a des choses qui sortent justement, on a un encart où on voit justement s'il y a des urgences. Donc on a des niveaux d'urgence et le regard va tout de suite aller là où c'est rouge, parce qu'on sait que le vert on est bon, le rouge on est moins bon. C'est un standard ça typiquement. Et quand on voit quelque chose rouge sur un écran, c'est là où on va regarder en premier. Hein. Et là, si on a un petit bouton avec une petite caméra là, à côté du bouton rouge,
Ah, c'est facile, on tape dedans et là on a un petit flash d'une caméra qui dure 10 secondes qui nous montre en fait qu'il y a plusieurs personnes qui ont voulu rentrer en même temps dans la porte, quoi. Et donc tout de suite on lit la donnée, on a l'heure, on a le lieu, on sait ce qui se passe et donc tout de suite on a compris en l'espace de 3 secondes que on a un problème, 2 on sait où il est localisé et 3 en fait on a toutes les données. Donc en 5 secondes, on a fait le travail était fait, quoi. Voilà, c'est un exemple. J'ai un autre exemple en fait de projet sur lequel on a travaillé aussi, où j'ai vu une tendance où parfois il y a des équipes R&D qui utilisent les données pour des processus industriels, mais ils ne pensent pas forcément les mettre à disposition des opérateurs, des utilisateurs sur le terrain. Et on avait un projet où ils faisaient du machine learning sur les données d'humidité, température et l'impact sur la conformité du produit alimentaire. Donc globalement, il y a une période à peu près de 8 jours où il y a des batchs alimentaires qui circulent dans l'usine. Et l'usine, en fait, il y a des toits en métal et ça génère des hausses de température. La climatisation doit s'adapter, etc. Mais parfois, il y a des pics de température et en fait, les R&D, ils voyaient très bien qu'il y avait un impact de l'humidité sur en fait, un produit qui nourrit des insectes dans cette usine. Et globalement, c'était utilisé pour les protocoles R&D, pour l'analyse R&D. Et après, il y avait un opérateur sur le terrain qui a dit c'est super intéressant de savoir avec la prédiction quand il faut déplacer d'un rack plus haut vers un rack plus bas parce qu'il y a des sondes avec l'humidité, des capteurs d'humidité. Et en fait, c'est ça l'avantage aussi du low-code. Il y a le Power Platform Microsoft, par exemple, Power Apps. Ça permet de créer une couche de présentation qui va faire de la restitution de données pour un persona particulier. Donc, c'est le même corps modèle, c'est la même donnée, mais on permet de l'interpréter différemment. Et je pense que c'était un bon exemple de valorisation de données parce que cette donnée-là était hyper précieuse pour arrêter les problèmes de conformité parce que avec un problème de conformité, le produit part à la poubelle. Ils avaient une problématique entre 18 et 19% déchets liés à des problématiques de fluctuation de température. Donc le fait de le mettre dans la main des utilisateurs finaux de façon prédictive, ça leur permettait justement de les déplacer et de réagir à temps. Mais au départ, c'est un peu comme un autre... quand j'étais chez Microsoft, on avait un atelier avec un constructeur où il y a encore beaucoup de données sur l'R&D. Il y avait le directeur marketing dans la pièce qui a regardé le directeur de l'R&D et a dit qu'est-ce qu'on fait avec ces données? C'est pour l'ingénierie. Oui, mais c'est génial pour moi, pour le marketing, pour pouvoir vendre des produits contextuels à des clients. Et donc, mais souvent, on est un peu dans les silos. C'est pareil partout. C'est qu'on est dans les silos où finalement, on ne s'en rend pas compte. Si on s'échange ensemble, on peut voir la valorisation de données un peu partout dans l'organisation. Là, on ne pense pas forcément le mettre à disposition. Très bien. Merci beaucoup pour votre participation. Merci François, Nicole et James pour ces enseignements. Merci à toi. Et Merci puis, à tous. on a beaucoup parlé de visualisation et en fait, on a surtout parlé. Je vous invite effectivement à aller voir des visualisations sur les différents stands. Le stand d'Alten, bien sûr, le stand d'Hitachi Solutions, sur d'autres stands. Et aussi le stand Newid où on a des exemples de... Pardon. On a des exemples d'interface client. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci.